Allez, merci d'accueillir notre invité du jour, Carmen dans le studio, s'il vous plaît. Carmen dans la maison. Bienvenue à toi. Merci beaucoup les gars, vous êtes chaud hein. Oh, c'est l'accueil traditionnel. Hein. Ouais, tu connais, nous on sait accueillir. On est comme ça. Carmen, merci d'être avec nous. En tout cas, tu es là pour nous parler de l'actu. On va revenir un peu sur le parcours et puis évidemment de cet album qui est sorti au mois d'avril. C'était le 18 avril, je crois. 18 avril, exactement. Comment t'aimer sans diamant, avec quelques jolis feats d'ailleurs, un PLK, Oudi, Daniel, Joker, Guy de Besbar dessus. Un beau projet, un projet qui rend hommage à tes racines, on peut le dire. Totalement. L'Espagne. Totalement. Beaucoup de guitare flamenco dedans. L'intervention de ta grand-mère aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a peut-être des gens qui t'écoutent là et qui savent pas qui tu étais avant, parce qu'il y a eu un début de carrière sous un autre alias, Tortoise. C'est d'ailleurs la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était Tortoise. C'est Tortoise que j'ai rencontré moi. Longtemps. Ça fait un moment. Moi, on s'était vu à l'époque, on en parlait, on essayait de se rappeler à quel moment c'était. Alors je situe pas trop l'année, mais c'était à l'époque il y avait Dit Weezer, qui est un DJ producteur qui avait produit un morceau pour toi. T'étais venu, on avait fait une émission. Moi j'avais invité Dit Weezer et puis il m'avait dit il y a un gars chaud de Grenoble. Je pense que c'était 2020 je crois que c'est ça. C'était même peut-être un petit peu avant. En tout cas, tu étais venu faire un petit live, un petit freestyle et tout. Il y a eu donc ce changement de blaze de Tortoise à Carmen. Pourquoi d'ailleurs? Parce que j'avais envie de changement et parce que je sais pas, j'avais la vision. Je me suis dit, je suis sûr qu'un nouveau départ, une nouvelle énergie, ça peut amener du positif dans ce truc-là. Et j'ai pas eu peur de le faire et je regrette pas parce que tout se passe bien, c'est mieux qu'avant, donc c'est que je pense que j'ai pas pris des trop mauvaises décisions, on va dire. Et pourquoi Carmen alors? C'est le prénom de ma grand-mère. Avec un C, ta grand-mère, c'est ça? Ouais, c'est le prénom de ma grand-mère et j'ai juste changé une lettre pour l'histoire de référencement et tout, mais ouais, l'idée c'était juste reprendre le nom de ma grand-mère, tu vois. Mais en plus maintenant les gens t'identifient tous en mode Carmen, tu vois, les gens ne mettent plus Tortoise et tout, donc c'est réussi un peu. Ouais, justement, c'était ça le plus compliqué, mais tu sais, je me suis toujours dit, même si dans le rap j'étais un peu identifié Tortoise et tout, tu sais, c'était pas non plus, tu sais, j'étais pas non plus Maître Gims, donc tu sais, j'étais en mode si je change de blaze, les gens qui sont là maintenant c'est la vraie base et eux ils vont suivre et il y a beaucoup plus de gens qui me connaissent pas et du coup qui vont me découvrir sous Carmen, donc en vrai on s'en fout, tu vois. C'est quoi la différence entre Carmen et Tortoise alors? En termes d'énergie? En termes d'énergie, je pense que la musique de Carmen c'est beaucoup plus personnel. Après j'ai grandi aussi, je rappe depuis que j'ai 17 ans sous le nom de Tortoise. Là ça fait presque 15 ans que je fais de la musique, donc on va dire que je grandis, donc j'ai pas envie de dire les mêmes choses. Donc je pense que c'est plus personnel ce que je fais aujourd'hui. Ok. On le disait, c'est un projet qui rend clairement hommage à tes racines. L'Espagne, c'est très peu représenté finalement dans le rap et dans la musique de manière générale en France. On en parlait en antenne, c'est toujours un peu cliché et tout. Toi, tu as intégré des vrais musiciens avec des guitares flamenco. C'était important pour toi, à ce moment-là de ta carrière, de faire ce projet et qu'il soit vraiment... parce que même les noms des morceaux, Ibiza, Malaga, Alicante, tu vois, tout est très tourné vers l'Espagne. C'était le moment pour le faire, là? Ouais, c'était vraiment voulu. Moi, c'était un album hommage en vrai à ma grand-mère, à son histoire. Et du coup, elle est espagnole, elle est née là-bas et toute son histoire est liée à ça. Et moi, même, c'est mon éducation. J'ai été élevé comme ça. Donc, c'est vraiment un peu un album hommage où aussi, moi, je raconte son histoire et je raconte la mienne en parallèle parce qu'elles sont liées. Et on n'a pas vécu les mêmes choses, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est un peu le pont entre les générations, etc. Et dit comme ça c'est un peu relou, mais en écoutant l'album on comprend mieux. Surtout qu'il y a vraiment des interventions de ta grand-mère, bien sûr. À la fois parlées, parce qu'elle raconte des petits bouts d'anecdotes, l'histoire de la bague par exemple que ton grand-père lui a offert. Exactement. Et puis elle chante aussi. Elle chante aussi sur l'intro. Tu l'as fait chanter, c'était important de l'intégrer au niveau sonore à ton art pour fixer le truc là maintenant. Ouais, moi c'était... Moi, on va dire, je l'ai fait un peu égoïstement de base parce que je voulais le faire, je voulais garder une trace d'elle parce que c'est un peu la figure de la famille. Et je me suis toujours dit, son histoire, elle doit... moi, si elle m'a touché autant que ça, je sais qu'elle peut toucher les gens et que surtout les gens peuvent se reconnaître parce qu'on a tous des grands-parents. Et j'étais sûr que même si elle est l'espagnole, demain, tu peux avoir un grand-père d'une grand-mère d'une autre nationalité et tu vas quand même te reconnaître dans les anecdotes, dans sa façon de penser, sa façon de voir la vie, etc. qui est différente forcément de la nôtre.
Et c'est ça qui était stylé, donc ouais, c'est ça. C'est quoi, pardon, vas-y, c'est quoi l'éducation à l'espagnol? Genre, moi, j'ai une vision de l'éducation africaine, une éducation à la française. Ouais. Mais c'est quoi une éducation à l'espagnol? Bah, en vrai c'était. Je dirais que c'était pas strict, mais c'était pas non plus. C'était pas la fête à la maison, on va dire. Ok. C'était quand même. Après, c'était beaucoup les notions de respect, de trucs. Aussi, justement, le savoir qu'on a la chance que moi, mes grands-parents sont immigrés. Ma grand-mère, elle est montée d'Espagne à pied à 6 ans. Elle s'est battue pour que justement notre famille, elle existe, etc. C'est pas pour qu'on fasse n'importe quoi à l'école, qu'on fasse. C'est plus dans. En fait, en vérité, c'est une éducation un peu de famille d'émigrants, on va dire. Ok, d'accord. Il n'y a pas un truc que, genre, tous les Espagnols, vous vous dites, enfin, les familles, vous vous dites en mode, ah, tu vois, ça, c'est la famille. Pour de vrai, je sais, comme ça, non, mais moi, c'est plus, je m'y retrouve dans la déco, par exemple. Quand je vais chez elle, je vois de ouf que c'est le pays. Et quand je vais en Espagne, chez n'importe quelle grand-mère, on dirait l'appartement de ma grand-mère à Grenoble. Ok, c'est plus visuel. Ouais, beaucoup. Ok. Du coup, c'est vrai que quand tu parlais de l'immigration, on la connaît pas trop, l'immigration espagnole. C'est quoi l'histoire de tes grands-parents, en fait? Comment ils arrivent en France? Moi, il y avait la guerre d'Espagne à l'époque avec Franco, etc. Ah, ouais. Et du coup, en gros, mes arrière-grands-parents, donc les parents de ma grand-mère, eux, ils étaient contre Franco, qui était un dictateur à l'époque. Et ils ont été enfermés en prison pendant presque 10 ans. Les deux, parce qu'ils étaient militants contre Franco et du coup ils aimaient pas ça, ils se sont fait dénoncer et du coup eux, ils se sont retrouvés, je crois ils étaient 7 ou 8 frères solo et c'était la plus petite, elle avait 6 ans et du coup ils sont tous remontés à pied pour essayer de fuir l'Espagne qui était en guerre et ils sont remontés jusqu'à Grenoble, jusqu'à chez moi et c'est pour ça que moi j'habite à Grenoble et c'est pour ça que je viens de Grenoble et du coup le lien il s'est fait comme ça, ouais. Ouais. Et du coup, à Grenoble, il y a une communauté espagnole ou pas du tout? Beaucoup plus italienne. Vu qu'on est à côté des Alpes, il y a beaucoup d'Italiens. Espagnol, il y en a, mais pas tant que ça en vérité. En vérité, en Espagne, la communauté espagnole, c'est plus vers Perpignan, vraiment le sud là-bas. Bayonne. Ouais, voilà, exactement. Eux, ils sont allés un petit peu plus loin. Exactement, ils sont allés un peu plus loin. Exactement. Et l'arrivée en France, tu sais comment ça s'est passé, toi? Est-ce que tu as eu la chance, justement, que ta grand-mère te raconte tout ça et d'avoir la transmission? C'est vrai qu'on a, quand on est jeune, pas forcément l'occasion de discuter avec nos grands-parents selon les rapports qu'on a avec eux, tu vois. Et est-ce que toi, tu as eu la chance d'avoir cette transmission et ce truc, tu vois, d'histoire? Justement, tous les passages où elle parle dans l'album, c'est des passages que j'ai découpés, mais en vérité, c'est des petits passages de 15 secondes où elle parle, mais en vérité, elle m'a raconté 3 heures. T'as fait une interview avec elle, en fait. Exactement. En fait, je lui ai dit, raconte-moi toute ta vie. Donc, elle a commencé de ses 0 à ses 96 ans. Et elle m'a raconté toute sa vie. Et j'ai tout ça. Et après, c'est moi qui ai découpé les passages qui me semblaient intéressants pour mon album. Mais c'était surtout aussi un truc pour garder une trace. Tu vois, c'était aussi... Pour ça, je te dis, c'est un peu égoïste aussi. Parce que c'était... Moi aussi, je voulais garder ces 3 heures. Tu sais, j'ai pas jeté tout le reste et j'ai gardé juste les trucs de mon album. Mais ça doit être ça aussi, un peu la musique aussi. Se faire plaisir avant tout. Et puis après, si ça fonctionne, tant mieux, non? Exactement, c'est ça. Et puis, quelle fierté de voir que l'album qui marche le mieux pour moi, c'est l'album où je parle de ma famille, de mes parents, de ma grand-mère. Tu vois, c'est magnifique. L'histoire, elle est trop belle. Tu vois. Et moi, c'est un album, comme je dis souvent, je pourrais jamais ne plus l'aimer. Tu sais, des fois, tu as des albums, j'aurais pas dû le faire, celui-là et tout. Celui-là, c'est impossible. En termes de sonorité, c'est ce que j'écoute depuis que je suis tout petit. C'est novateur. Et en plus, ce que je raconte dedans, c'est la vraie vie, tu vois. Donc, Quand tu as dit à ta grand-mère, mon nom d'artiste, là, à partir de maintenant, c'est ton prénom. Ouais, ça, c'est joli. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle était hyper fière, pour de vrai. Elle était hyper fière. Après, elle se rend pas compte de tout. Elle se rend pas compte de tout. Donc là, par exemple, je lui ai dit que je faisais la cigale, que je voulais qu'elle vienne. Là, c'est un peu compliqué de la faire venir, mais elle comprend sans trop comprendre. Et des fois, elle tombe sur des trucs sur Facebook où elle me voit et elle m'envoie, tu vois, elle est en mode c'est comme toi. Ça, tu vois. Mais je pense qu'elle est très lucide et à la fois un peu déconnectée parce qu'elle tu vois, elle comprend pas. Les grand-mères, après, elles ont du recul par rapport à tout ce qu'on vit. Exactement. Elle t'a pas dit un truc très basique du genre, mais Carmen, c'est un prénom féminin, femme. Non, même pas. Non, elle était fière et je lui ai expliqué que justement, je trouvais ça stylé parce qu'en fait, si tu veux, à la base,
j'avais pris parce qu'à côté j'ai écrit pour beaucoup d'artistes, etc. Et mon nom d'artiste, enfin mon nom sur le côté justement, c'était Carmen Rose, c'était le prénom de mes deux grands-mères. Ton nom pour la SACEM. Voilà, pour la SACEM, c'était Carmen Rose. Et quand j'étais crédité en tant qu'auteur ou top liner pour d'autres artistes, c'était Carmen Rose tout le temps. Et du coup, quand j'ai voulu changer de blaze, ça faisait un peu long, j'ai juste gardé le Carmen. Tu vois. Mais j'aime bien Carmen Rose. C'est vrai que c'est un petit flow, Carmen Rose, c'est stylé. Ouais, non, c'est stylé, c'est stylé. Mais quand tu l'as appelé pour qu'elle participe au projet, parce que comment elle a réagi? Est-ce qu'elle a dit oui directement? Elle était un peu réticente ou pas? Non, elle était partante. Ma grand-mère, c'est vraiment... tu sais, c'est une lumière, ça veut dire qu'elle est toujours partante dans les repas de famille, c'est toujours elle qui chante. Donc en fait, je lui ai juste dit de faire la même chose qu'elle fait tout le temps. Raconter sa vie, elle nous le fait tout le temps. Chanter, elle le fait tout le temps. Donc là, je lui ai juste dit, viens au studio et chante. Et on l'a fait chanter, c'était un moment exceptionnel. Non, tu vois. Moi, j'ai des images, je les mettrai même pas sur internet, c'est pour moi, mais c'est c'est un truc de fou, tu vois. Mais je pense quand même que tu devrais poster des interviews avec elle sur YouTube, ça pourrait être intéressant. De 3 heures. Bah oui, c'est vrai, on aime bien entendre les personnes âgées parler. Un long format, non mais c'est vrai que des fois, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tout le temps l'occasion ou l'envie ou le réflexe de se dire viens, je vais discuter avec les anciens de la famille pour savoir ce qui s'est passé, etc. Et puis après, t'as des anciens avec qui tu peux pas parler. Moi, ma grand-mère, je sais pas. Ouais, non, mais c'est exactement. Moi, ma grand-mère de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Ah bah ouais. Elle a Alzheimer, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais elle, j'ai la chance justement qu'elle ait toute sa tête. Et du coup, j'en profite au maximum, on va dire. Tu puises, il faut puiser. Exactement, parce que voilà, c'est ça. Bon, très bien. On va faire une petite pause et dans le morceau, il y a un morceau qu'on joue d'ailleurs sur Move. Dans l'album, pardon, il y a un morceau qu'on joue qui s'appelle Alicante avec PLK en featuring. Tu vas nous le faire en live. Là, on se le fait et puis après on continue à discuter un petit peu. Magnifique. Ça te va? Il s'appelle Carmen en tout cas. Le morceau c'est Alicante et on l'écoute maintenant. C'est extrait de son dernier album. Let's go. Hey. On en fait 100 fois le tour du check. Son vivement cet été que je vois Alicante. Les bleus m'appellent plus par mon prénom. Des rêves sont béton, d'autres vont rentrer. Je suis pas patient, si je veux son cœur, je vais le financer. La haine, on en fait des chansons, il faut bien la rentabiliser. J'ai peur que mes sourires soient faux sur toutes nos photos. On préfère dire des gros mots. Ça fume, ça fume, ça fume, ça se prend pour des astronautes. Ma cocotte, qu'est-ce qui se passe? Ton maillot te fait des petites traces de bronzage sur ton corps, tu le sais que c'est efficace. Au resto, on regarde pas le prix, c'est pour un night, pas pour la vie. Je connais trop le bitume de ma ville. On loue une ville, hein. Quand je change de climat. On en fait 100 fois le tour du check. Son vivement cet été que je vois Alicante. Les bleus m'appellent plus par mon prénom. Des rêves sont béton, d'autres vont rentrer. Je suis pas patient, si je veux son cœur, je vais le financer. La haine, on en fait des chansons, il faut bien la rentabiliser. Je rachète ton cœur avec de l'espèce, tant qu'il y a du flou, il y a de l'espoir. Ça tombe bien, je veux le dernier Mercedes S-Benz noir, on parle trop fort, ça nous rend détestables. Je remonte du sud comme ami au kilo de 16 d'Espagne. 30 villes loin d'être très stable. Ma cité va craquer, retour aux pyramides, Patek Philippe, Richard Mille. Je fais des rêves de vie rapide, c'est que Maraclis c'est ma meilleure amie. C'est elle qui brasse, c'est elle qui me donne les liasses de cash dans le strip club à Miami. Rage guette par les persiennes, j'ai besoin de personne. Train de vie guéri par William Lawson. J'ai fait 100 fois le tour du check, cherche l'inspi pour un texte. Si mon ex revient, je l'annexe. Je fais des mélos pétés sous Marocco. Et pour le refrain, chante celle de Farouko. On en fait 100 fois le tour du check. Son vivement cet été, je vois Alicante. Les bleus m'appellent plus par mon prénom. Des rêves sont béton, d'autres vont rentrer. Je suis pas patient, si je veux son cœur, je vais le financer. La haine, on en fait des chansons, il faut bien la rentabiliser. On en fait 100 fois le tour du check, son vivement cet été que je vois Alicante. Les bleus m'appellent plus par mon prénom, des rêves sont béton, d'autres vont rentrer. Je suis pas patient, si je veux son cœur, je vais le financer. La haine, on en fait des chansons, il faut bien la rentabiliser. Carmen, Alicante en live sur Move.
Bon, c'est extrait de l'album qui est dispo. Oui, on adore. Faut rentabiliser. Pas aller streamer tout ça. L'album, c'est Commenter mais sans diamant. C'est dispo depuis le 18 avril un petit peu partout. Dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Chambre 224 qui fait référence à une épreuve de ta vie, la maladie. Tu as été touché par le cancer, comme des. J'allais dire des milliers, mais peut-être des centaines de milliers de personnes en France et dans le monde. Peut-être des millions de personnes. T'étais quand même vachement jeune. Quel âge t'avais? Ouais, j'avais 28 ans. Ah ouais, c'est quand même jeune. Hein. Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui ont le cancer. Il y a quand même. Hein. Moi, j'étais dans un hôpital, justement, il y avait beaucoup de jeunes. Franchement, j'étais pas le plus à plaindre. Mais c'était un hôpital pour jeunes ou rien à voir? Non, mais il y a beaucoup de jeunes. Ouais, il y a beaucoup de jeunes. Putain, c'est chaud. Ouais, non, c'est quand même une maladie qui est terrible. Cancer de quoi? C'était dans le ventre, j'avais ganglionnaire, on va dire. J'avais des ganglions partout dans le ventre. Ah, t'avais mal au ventre alors? Ouais, mal au dos surtout. Ah, les reins? Ouais, derrière, j'avais très mal. Mais ça, c'est important d'en parler. En fait, c'est quoi les symptômes? Comment toi, tu t'en rends compte? Moi, je m'en suis rendu compte très tard. Je m'en suis rendu compte au bout de presque un an. Parce que t'as laissé traîner? J'avais mal au dos. Ouais, parce que j'avais mal au dos, mais moi, en fait, vu que je prends beaucoup le train, etc. Je pensais que je me dormais mal, j'ai des mauvaises positions. Et bon, Dieu merci, ma maman était là et elle m'a pris un rendez-vous pour faire un scanner parce que j'y allais pas. Parce que pour moi, j'avais juste mal au dos, c'était comme ça. Et en fait, ils ont vu que j'avais des ganglions partout dans le ventre. Après, j'ai fait un scanner localisé, ils m'ont trouvé ce cancer. Et du coup, je m'en suis sorti, on va dire, une petite année de chimio, etc. Et voilà. Chimio, t'as pas eu d'opération, t'as retiré des si, ils m'ont retiré comment on appelle ça, la tumeur. Et après, c'est la chimio qui a fait tout le travail, on va dire. Exactement. Tu parles justement de toute cette épreuve-là dans le morceau Chambre 224. À quel point ta vie elle a changé après cette épreuve-là? C'est ma manière ma vie elle a pas changé, mais c'est ma manière de voir les choses qui a un peu changé, ma manière même d'agir avec les gens, de me comporter avec les gens. Je dis pas que je me comportais mal avant, mais c'est vrai que justement on en parlait, ma famille, etc. Je prends plus le temps d'appeler, tu vois, même quand je suis en promo, je suis pas souvent à la maison, quand j'ai 5 minutes dans le taxi, je vais appeler ma mère. Tu vois, c'est des réflexes où tu prends conscience des choses, c'est un peu différent la manière dont vous pensez. Tu peux pas, c'est impossible de passer par là et de sortir pareil. C'est pas possible. T'avais déjà changé de nom ou ça a changé dans cette période-là. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai changé de nom. Mais c'était ça fait partie de la nouvelle énergie. Exactement. J'ai capté. Et du coup, quand tu étais dans ce truc de la maladie, de la chimio, etc. Tu t'es fait, est-ce que dans ce cas-là, on se fait des fois des promesses pour l'avenir en disant si tout se passe bien, après je ferai ça comme ça et ça différemment, etc. T'avais promis des trucs à toi-même? Moi je voulais, en fait pas vraiment, j'étais surtout on va dire, c'est plus dans ma vie que j'ai essayé je me suis dit je vais essayer de rectifier les trucs qui vont pas dans ma vie perso, mais pour le professionnel, moi la musique, que ça marche ou pas, je suis un passionné. C'est-à-dire même dans ma chambre d'hôpital, je faisais de la musique. Tu vois, donc moi je voulais juste faire de la musique. Donc après, oui, c'est sûr qu'il y a des stratégies, des trucs et tout, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais dans ma chambre d'hôpital. Moi, je voulais juste faire de la musique. Tant que j'avais la chance d'en faire, j'en faisais, tu vois. T'étais plutôt optimiste du coup? Ah, moi j'étais hyper optimiste. Moi je savais que j'allais m'en sortir, je le savais. Mais du coup, le morceau Chambre 228, du coup, c'est. 124, non 224, ouais. La 228, c'était un autre gars. Ouais, on va peut-être recevoir un jour. C'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'il a été facile à écrire, tu vois? Oui, il a été facile à écrire. Pourtant, c'est un de mes plus beaux textes, je pense. Mais en vérité, c'était pas compliqué parce que c'était spontané. En fait, les gens, ils me disent que c'est drôle parce que j'ai une manière d'écrire sur ce morceau pas habituelle. C'est-à-dire que les gens m'ont beaucoup fait m'ont beaucoup dit qu'ils avaient l'impression d'être dans ma chambre au moment où je décris les choses et tout. Et moi, en fait, c'est juste que quand j'ai écrit, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 4 murs pendant un an? Et j'ai juste noté plein d'anecdotes, de ce à quoi je pensais, Et en fait, j'ai juste fait rimer tout ça. Et au final, le faire rimer les choses, c'est pas le plus compliqué. Le plus dur, c'est de trouver les idées. Sauf que les idées, j'en avais plein. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai beaucoup réfléchi dans cette chambre-là. Donc, c'était pas très compliqué, on va dire. Le fait que ce morceau il soit bien représentatif de cette période, c'est aussi peut-être le fait que tu l'as écrit beaucoup plus tard, non? Ouais, bien sûr. Tu t'as pas du tout écrit ce morceau à l'époque? Non. Je me suis laissé, justement, je voulais avoir le recul sur la situation. Parce que tu peux pas parler de ça quand
t'as la tête dedans, c'est pas possible. Tu Ouais, vas y pas a bien trop en parler. d'aigreur. Bah Exactement. Tu vas pas bien en parler. Il faut que la tempête soit passée pour pouvoir bien en parler. J'ai attendu peut-être, on va dire, 2 ans. Et 2 ans après, j'ai écrit. Je savais que j'allais le faire un jour dans ma vie, mais j'attendais le bon moment. Et un soir, je sais pas, j'ai envie de faire la prod. J'ai fait la prod et puis je me suis mis à. Et puis ambiance. Je me suis mis à faire ça. Ouais. Mais alors, on sait que la musique, c'est un peu pour les artistes un exutoire. Ouais. Ou pas du tout. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu arrives à dire dans les musiques que tu n'arrives pas à dire dans la vraie vie? Je t'aime. Ok. Déjà. Et déjà, c'est un bon premier pas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est plus, c'est plus porté. Je suis quelqu'un de pudique. Ok. Donc, tu dévoiles plus. Ouais, on va dire que quand j'écris, même si certes la France entière va l'écouter, moi quand je l'écris, je suis tout seul et je me parle un peu à moi-même. Okay. Donc après, une fois que c'est enregistré, après il est dit, ça y est. Enfin, je sais pas comment expliquer, ouais, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Envoyé, c'est exactement, envoyé. exactement. Okay, le plus dur, c'est de le sortir et quand je le sors, je me le dis à moi-même. Okay. Je l'écris à moi-même, donc c'est beaucoup plus facile de le dire en chanson que de le dire comme ça à une personne en face à face, que ce soit je t'aime ou que ce soit d'autres choses, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Tu parles du je t'aime amoureux, du je t'aime à la famille, du je t'aime. Un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Un peu tout. Ma mère, j'ai aucun problème à lui dire je t'aime. Mon père, c'est un peu plus compliqué, alors que j'ai aucun problème avec mon papa. Hein, mais c'est toujours plus. Ouais, mais des fois, je me force et je lui dis, mais c'est vrai que c'est moins naturel, ça sort moins comme ça. Et je travaille sur ça parce que c'est important en vérité. C'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose. Je me suis rendu compte justement avec l'hôpital, ces épreuves-là et tout. Je me rends compte que faut que mon papa aussi sache que je l'aime, c'est important, etc. Ok. Et pardon. Non, juste quand ils écoutent la musique, ils... mon père, quand il a écouté l'album, il a pleuré du premier au dernier morceau. Et il n'y a pas de pudeur, c'est-à-dire qu'il lui aussi arrive de son côté à te dire j'ai entendu tout ce que tu as dit, tu vois. Mon père, il est démonstratif. C'est plus moi qui ai ce truc-là que... mon père, il est très démonstratif, beaucoup plus que ma mère même. C'est juste que toi, t'es réservé, c'est tout. C'est juste moi, je suis plus pudique, on va dire, avec mes sentiments, on va dire. Et c'est quoi le pire truc que t'es tenté en musique? Genre un truc que tu t'es dit, tu sais quoi, j'aimerais bien faire de l'afro, je me la plante aujourd'hui. Et c'était un échec total. En vrai, le truc c'est que vu qu'à côté je travaille avec beaucoup d'artistes, j'ai la chance d'avoir bossé sur tout. Beaucoup de choses et du coup je sais pas que je sais tout faire, c'est que des fois ça marche pas, mais c'est la musique, donc en fait j'ai aucun moment où genre c'était la honte parce que j'essaie de faire un truc, parce qu'au final ça marche pas tout le temps la musique, je sais pas ce que je veux dire. Si. Donc du coup en fait il y a des fois où j'ai fait par exemple tu me parles d'afro, j'ai fait une session avec Fally, c'est pas du tout ma culture et tout, mais au final c'est des mélodies et t'as réussi à t'en sortir. Exactement, j'ai réussi à m'en sortir, et des fois j'ai fait des sessions justement où des fois c'était même plus proche de ce que je fais moi, et ce jour-là j'ai foiré, j'étais nul, mais comme ça je saurais même pas dire. Peut-être j'ai fait une session avec Weshden il y a longtemps et j'ai été pété en vrai, j'ai été nul. Mais quand tu dis session, tu veux dire que t'as produit le son ou t'as chanté? Non, j'ai chanté, c'était écriture, top line, enfin chercher des mélodies, etc. Mais tout seul, je veux dire, vraiment solo, tu t'es tapé un déter solo. J'avais fait un morceau, je sais plus comment il s'appelle, il y avait un morceau rock, et j'avais fait un espèce de rock bizarre, mais c'était pas fou, c'était vraiment pas fou. C'était pendant un séminaire, c'était un peu une récréation, vu qu'on faisait pas mal de musique toute la journée, c'était très sérieux l'ambiance et tout. Un moment on s'est mis dans ce truc là, on a fait ça pendant 2 heures, c'était drôle. C'était Tortoise ou Carmen? C'était la transition, c'était entre les deux. C'était entre les deux. Ça a motivé peut-être. Exactement, on s'est dit là on va pas au bon endroit là. Moi j'aimerais bien savoir, je veux te parler d'ancien projet à toi. T'avais sorti, je sais pas, non, il y en avait 2. C'était Motel Studio. Oui. Des petits EP. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, de ce que j'ai compris, en fait, c'est des projets du coup que t'as fait dans des hôtels. Ouais, vu que tu totalement. bouges partout. À Montréal, ouais. Voilà. Du coup, moi, je voulais juste savoir, c'est quoi l'endroit le plus insolite où t'as fait de la musique? Parce que t'as toujours ton matériel avec toi, j'ai l'impression. T'es un vrai passionné, tu vois. J'ai toujours. Moi, j'ai un kit, je l'appelle le kit Top Line. C'est tout en miniature. C'est-à-dire, j'ai un tout petit micro, mais tout est de grave bonne qualité. Mais j'ai tout acheté en mini pour que n'importe où je vais, je peux faire de la musique. Et je me rappelle d'un séminaire quand je bossais sur le dernier album de Shai, où il y avait plus de place dans des chambres une journée. Et normalement, on se met dans des chambres, chacun, on fait nos petites installs. Et j'ai fait le morceau Commando de Shai. Et je l'ai fait sur une machine à laver,
Genre mon ordi était posé sur la machine à laver, moi j'étais debout et le son il est sorti comme ça, ouais. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas précisé, mais effectivement, t'as bossé beaucoup d'artistes en écriture, en top line, et compagnie. Ok. Et c'est dur ou pas, top line? J'ai une dernière question. Parce que... c'est quoi cette question? Non, mais parce qu'on a reçu une top line, tu te rappelles? Ah oui, je me souviens. Et j'aimerais bien savoir comment. C'est dur. Hein. La top line, non, justement, c'est pas, pour moi, c'est pas dur. C'est le truc le plus instinctif du monde. En fait, c'est ça, mais quand je te dis c'est dur, ça veut dire que si c'est instinctif, ça veut dire que c'est en toi. Oui, exactement. Ouais, mais c'est pas. En fait, c'est justement, c'est pas toujours bon une top line parce que justement, tu dois tenter des choses. Okay. Ça veut dire le plus dur, c'est de tenter devant les autres. Okay. Parce que tu peux à 90% du temps dans une top line, t'es nul. Okay. Mais le plus important, c'est le 10%. Si tu trouves le bon refrain si tu fais par exemple 5 minutes où tu top line, mais sur les 5 minutes, t'as 10 secondes incroyables, on s'en fout, on oublie toutes les 3 minutes nulles. Le plus important, c'est que ton refrain que tu as trouvé à ce moment-là, il est incroyable. Ouais. Et c'est vrai, le plus dur, c'est d'oublier qu'il y a des gens autour, que tu peux faire de la merde, parce que la top line, c'est vraiment le truc instinctif. C'est ce que tu fais sous la douche. Tout le monde fait ça, en fait. Tu chantes, c'est ça. Pas tant que ça, parce que sous la douche, il y a quand même déjà la mélodie. C'est vrai. Mais toi, comment tu fais? Parce que toi, tu es quand même introverti, t'as dit. Ouais. Quand il y a les gens et tout, à quoi tu penses? Non, la musique, après, je suis pas introverti je suis introverti pour écrire dans mes textes personnels à moi, mais pour travailler avec les autres, non, quand je suis en studio et tout, après moi je l'ai plus ce complexe là, moi je m'en fous, il peut y avoir 50 personnes dans le studio, je vais top line. Puis a priori si t'es là, c'est qu'on t'a appelé aussi. Exactement, ça veut dire qu'en général s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont à peu près trouvé que j'étais pas trop mauvais en tout cas. Mais tout le monde peut pas faire des top lines, faut le dire. Non, mais ça se travaille quand même. Non, ça se travaille, mais ton meilleur pote qui a jamais fait de musique, qui est posé au studio, peut avoir une idée de mélodie qui est incroyable. Involontairement. Tout le monde peut trouver une bonne mélodie. Des fois, c'est des malentendus. Voilà, exactement. Tes potes en studio, ils t'ont déjà donné une top line comme ça? Eh ben, figure-toi que j'ai jamais pris une seule top line sur un de mes sons de toute ma vie. La seule que j'ai pris, c'est dans mon dernier album, sur le son qui s'appelle J-Ville Mon Amour. J'avais fait un refrain, il avait pas mis corde à tout le monde, et c'est mon manager qui l'a trouvé, qui n'a jamais fait de musique. Et c'est lui il était posé, il a dit ouais, t'en penses quoi de ça? Je dis ouais, c'est stylé. Et il a fait la top line. Ouais, je l'ai fait enregistrer au micro. Et après je l'ai refait avec ma voix. Et c'est la seule fois de ma vie où on m'a top line. C'est fort. Et c'est mon manager. C'est pour te dire que tout le monde dans le studio peut trouver en fait une mélodie. Tu vois, c'est pas destiné à. Et du coup, il a ça sème sur ce. Est-ce qu'après ça, il s'est senti un peu pousser des ailes et se dit ça c'est moi. Attends, je peux t'en faire d'autres. Pour de vrai, même pas. Ça va, il est humble. Ça aurait été moi, je peux te dire qu'on en a entendu. S'il n'y a pas mon nom en haut de l'album. C'est le problème. Bon, on vous rappelle en tout cas qu'on avait Carmen. L'album s'appelle Comment t'aimer sans diamant. C'est sorti le 18 avril, donc vous pouvez aller streamer ça fort, il y a pas mal de featuring dedans, PLK, Oudi, Daniel Joker, Guide Besbar. Moi j'aimerais, pour qu'on se quitte, qu'on termine avec un extrait de l'album qu'on écoute, on en parlait un petit peu en antenne. Moi j'ai adoré le morceau No Love, qui est un morceau bachata. Pour expliquer aux gens qui connaissent pas ce que c'est la bachata c'est une musique de la République dominicaine. Exactement. Je crois pas me tromper là-dessus. Non, c'est ça. Et vous êtes parti sur un délire comme ça. Déjà, pourquoi? Parce que là, on reste dans le truc de musique hispanique, mais on sort de l'Espagne. Exactement, c'est le seul morceau qui n'est pas Espagne. Et en fait, c'était vraiment une idée que j'avais. Et parce que c'est vrai que le flamenco, c'est pas trop dansant. Et j'avais aussi envie d'avoir des morceaux un peu plus dansants. Et je sais pas, j'ai eu cette idée de bachata, mais je voulais pas faire une bachata vrai de vrai. Donc on l'a mélangé avec Unfazed et avec Ponko, qui sont deux gros producteurs français. Et je savais qu'en fait Ponko avait déjà fait une bachata pour une artiste. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé lui. Et voilà, on a fait un espèce de mélange hybride d'une bachata qui sonne un peu Canada. La bachata au Vio, comme tu disais. Exactement, c'est une bachata au Vio, exactement. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec un truc. La bachata, il y a peut-être des gens qui ont. Enfin, de toute façon, tous les gens ont entendu la bachata parce qu'à partir du moment où tu as entendu Aventura, Obsession, qui est un hit du début des années 2000, tu sais ce que c'est la bachata. Mais pour le coup, effectivement, vous l'avez un peu pimpé de manière à ce que ça sonne pas bachata cliché. C'est ça, exactement. Et ça donne un truc qui s'appelle No Love. Le morceau, tu peux en parler rapidement avant qu'on l'écoute? Ouais, bien sûr. C'est un morceau, justement, moi c'était un son à la base, j'avais commencé à l'écrire sur un truc rien à voir, sur une prod trap.
Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à faire avec ces mélodies, mais que c'était pas, j'allais pas au bon endroit. Et du coup, j'ai eu cette idée-là de bachata. Je voyais que en termes de BPM, donc le rythme, c'était similaire. Et je me suis dit, vas-y, on essaye. Et j'ai mis une espèce de rythmique bachata dessus et j'ai trouvé que ça marchait. Donc, on allait au bout du truc. Et voilà. Et après, en termes de texte, c'est un morceau qui est plus léger, on va dire, et tranquille. C'est un morceau d'amour. Voilà. Okay, on l'écoute maintenant, on va terminer avec ça. Merci beaucoup Carmen d'être passé nous voir. En tout cas, c'était un plaisir. On écoute No Love maintenant. Le morceau, il est dans le projet qui est sorti le 18 avril. Comment t'aimer sans diamant. Allez streamer ça fort. Il y a plein de très très bons morceaux. Et il y a donc celui-là, No Love. Et allez le voir en concert, c'est important. Oui. Attends, on n'a pas parlé. Attends, excusez-moi. Il y a la Cigale. Il y a la Cigale. On rappelle la date. 9 novembre, dimanche 9 novembre. Très important, l'instant promo. Il y a d'autres dates avant des festivals, des choses qui sont calées ou pas? On va avoir une tournée et on est sur les dates là, mais on aura une tournée là pour l'année prochaine sûrement. Donc, pas avant l'été, avant novembre, il n'y a rien pour l'instant. Là, il n'y a rien. Rien à se mettre sous la dent. Là, cet été, je suis bien. Vacances, et à la rentrée, on s'y met. Alicante. Si on doit partir en Espagne cet été, où est-ce qu'il faut aller? Déjà, on veut un conseil d'expert. Il faut surtout pas aller à Marbella, Lloret del Mar, dans ces ignobles villes. J'y suis allé quand j'avais 20 piges. Non, mais en vrai, c'est bien. En vrai, c'est drôle, c'est des délires où tu pars entre potes. Mais en vrai, si tu veux, vacances avec ta femme, tu veux partir avec ta femme et tu veux aller en Espagne, franchement, la plus belle ville d'Espagne, je pense, c'est Séville. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas de doute, c'est sûr que c'est ça. Mais après, il fait ultra chaud et il n'y a pas de point d'eau. Alors, justement, j'allais rebondir. Sinon, le bon truc. Elle t'a limite agressé, je veux dire. Je suis d'accord. On travaille là-dessus, J'ai vécu des trucs. Sinon, alors, il y a deux choses. Je vais même t'en donner trois. T'as soit Séville pour la beauté, les monuments, etc. C'est vraiment beau. Sinon, moi, je viens de Malaga. Donc je vais être un peu chauvin et je vais dire Malaga c'est frais. Et si tu veux faire la fête, Marbella c'est juste à côté. Mais Malaga c'est vraiment une bonne ville où c'est paisible, tranquille. Et après sinon, moi j'ai fait Tenerife, c'est les Baléares. Mais c'est vraiment à voir. C'est vraiment paradisiaque. C'est paradisiaque. C'est une île? Tenerife c'est une île, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de dire sur Valence en Espagne? Ah Valence, j'adore. Ah c'est vrai? Ah j'adore, bah oui, Valence, j'adore. J'adore. Sinon il y a Alicante. Moi depuis tout petit, je vais à Alicante. Ouais, moi, je suis allé à Alicante, franchement, c'est stèle. Je vais à côté d'Alicante, moi. Je vais à un endroit qui s'appelle Guardamar del Segura, c'est juste à côté. Oui, mais il faut donner les vrais endroits parce que souvent, à côté des grands, t'as des endroits un peu plus paisibles. Il faut aller à 40 minutes d'Alicante, ça s'appelle Guardamar. Et moi, c'est mon paradis sur Terre. La plage, c'est les sables blancs. Il n'y a personne sur les plages. Attends, redis le blaze. Non, redis pas. Par contre, non. On dira hors antenne. Et si les auditeurs qui sont vraiment intéressés, vous envoyez un message, on vous dit. Mais si on veut pas que toute la France se Non, c'est vrai que moi, je vais pas croiser les gens. Allez pas là-bas. Allez pas là-bas. C'est des cons. Il y a des touristes partout. Il y a tous les Anglais. Il y a tous les Anglais bourrés. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, Carmen, merci en tout cas d'être passé nous voir.